Merci Yann, à toi de jouer Maxime. Et d'ailleurs, j'aimerais déjà un tonnerre d'applaudissements pour que Maxime soit là ce soir, parce qu'il doit être à Verdun à 19h, ce qui va être quasi impossible. On compte sur ça. Merci. Alors je crois que les micros... Est-ce que vous m'entendez? Non. Non, c'est simplement... Test. Ouais, c'est bon. Okay. Thank you. Ah, yes. Bonjour à tous. Donc, je suis Niusha Maxime Paxerecht. Donc, je suis développeur Java chez Adaptive à Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment communiquer en gRPC avec Quarkus. Donc, ce sera une petite présentation surtout axée sur les facilités que ce framework apporte pour mettre en place un petit serveur et un petit client gRPC assez rapidement. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails de gRPC ni de Quarkus. Je ne suis pas un spécialiste ni de l'un ni de l'autre, donc j'essaierai de répondre aux questions quand même, mais ce ne sera pas forcément évident. Mais je vais vraiment me concentrer sur l'expérience en tant que développeur en utilisant ces outils. Donc, je vais parler déjà de gRPC, mais très rapidement. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est gRPC? C'est un framework de Remote Procedure Call développé par Google, donc, comme l'indique son acronyme. Il y a d'autres protocoles qui existent pour faire de l'appel de méthodes distantes. Historiquement, on avait Java Remote Method Invocation, basé sur TCP/IP. On a aussi SOAP qu'on connaît tous, tout comme REST, qui sont basés sur HTTP et avec soit du XML, soit du JSON. Et gRPC, quant à lui, est basé sur HTTP2 et fait transiter des données binaires. Donc ça apporte quelques avantages, notamment en termes de protocole de communication. HTTP2 permet de profiter du multiplexing des requêtes, donc on peut faire de la parallélisation. On a aussi la possibilité de faire du streaming, et le fait de faire transiter des données binaires avec gRPC, ça nous procurera un gain de performance. Alors, comment ça fonctionne? Alors oui, juste une petite pause. Je prendrai les questions à la fin, parce que les diapos, il y en a pas mal, et je vais essayer de ne pas m'arrêter pendant les diapos, parce que l'exemple, après, est beaucoup plus intéressant que les diapos. Voilà, du coup, je vais reprendre. Donc, à la base, quand on veut implémenter un service gRPC, on va utiliser ce schéma d'interface qui s'appelle protobuf, donc on appelle un Interface Definition Language. Et grâce à ce schéma d'interface, on va pouvoir commencer à définir un service ainsi que les messages qui vont transiter, qui vont être échangés par les différentes méthodes exposées par ce service. Alors ici, dans cet exemple, j'ai créé un schéma d'interface pour un service de gestion de position de train qui exposerait deux méthodes. La première, ce serait getPosition. Donc on voudrait récupérer la position d'un train en train de circuler sur une voie. Et la seconde méthode, ce serait reportPosition. Donc là, ce serait un train qui viendrait rendre compte de sa position de manière régulière au service de positionnement des trains. Comme ça, celui-ci est au courant de tous les trains qui circulent sur toutes les voies en même temps. Et ce qu'on a donc dans ce schéma d'interface, on a un service qui est défini comme ceci, avec le mot-clé service. Et pour chaque méthode qui sont définies, on a son nom, son objet d'entrée et son message de sortie. Comme on peut le voir ici dans le nom getPosition, on va récupérer un getPositionRequest qui est défini juste là. Et ce getPositionRequest prend un seul attribut qui est l'identifiant du train. Donc grâce à l'identifiant du train, on doit être capable de récupérer l'objet trainPosition qui va lui renvoyer ce même identifiant de train, un identifiant de voie et un indicateur à quel kilomètre sur la voie le train se trouve actuellement. On a également la deuxième méthode reportPosition qui va prendre un autre objet d'entrée positionRequest qui ressemble fortement au message trainPosition, donc qui prend en entrée, donc c'est le train qui va rapporter sa position, donc il va indiquer son identifiant qui lui est propre, son numéro de voie
et sa position actuelle en kilomètres. Donc c'est vraiment le même message, on aurait peut-être pu utiliser le même. Et en retour, on va obtenir un position response. Donc le train, quand il rend compte de sa position, il récupère en réponse du service de positionnement la position du train précédent et la position du train suivant. Comme ça, si jamais il veut adapter sa vitesse pour fluidifier le trafic, il a toutes ces informations qu'il peut récupérer. Donc ça, c'est un exemple de contrat d'interface qu'on peut définir en protobuf. Et une fois qu'on a ce contrat d'interface, ce qui va se passer, c'est que gRPC va nous générer un client et un serveur. Donc le serveur, on va pouvoir le surcharger en écrivant les méthodes de nos cas métiers, notre implémentation propre. Et les clients, on peut les générer pour n'importe quel langage. Donc on peut les générer aussi bien pour du C, du Ruby, du Java Android, du Java classique. Et ça va permettre à n'importe quel type de client de pouvoir communiquer avec le serveur. Quelques exemples d'utilisation qui peuvent être intéressantes pour gRPC, ce serait, comme on l'a vu précédemment, le fait d'utiliser, de mixer plusieurs langages entre eux. Donc ici, par exemple, on aurait, admettons qu'on ait un client JavaScript qui ait besoin de faire de la reconnaissance d'image. Comme on n'a pas forcément de bibliothèque de reconnaissance d'image efficace, on voudrait en utiliser une qui s'appelle OpenCV, qui serait codée en Java, en Python ou en C++. Et à ce moment-là, avec gRPC, on pourrait exposer au sein d'un même module une interface gRPC qui viendrait appeler OpenCV et qui répondrait à un code écrit en JavaScript. Une autre utilisation qui est un petit peu plus axée sur des performances, là ce serait, admettons qu'on ait une architecture microservice avec plusieurs modules. Et qu'on ait un client web qui voudrait communiquer avec chacun de ces modules, donc il communiquerait en HTTP REST, mais ce qu'on pourrait faire, c'est optimiser les échanges dans cette même architecture microservice en utilisant du gRPC pour profiter des performances d'HTTP2, etc., etc. Donc, et également le fait d'utiliser du protobuf et des échanges de données binaires, surtout pour accélérer les échanges, plutôt que de faire transiter des messages en JSON entre les microservices. Ce qui est intéressant, c'est que REST est parfait pour exposer un contrat d'interface à des clients sur lesquels on n'a pas forcément la main, parce qu'avec REST, un avantage de REST, c'est qu'on peut naviguer sur son API très très facilement. On peut lire les messages à la volée. On a juste à se balader avec l'URL et on peut tester des requêtes. Alors qu'avec gRPC, évidemment, on ne peut pas lire les messages qui transitent en binaire. Donc on est obligé vraiment d'aller chercher le protobuf, générer un client, etc. Donc ça prend plus de temps en termes de développement. Par contre, au sein d'une même architecture, vu qu'en théorie, on aurait la main sur les différents services, là, ça irait plus vite pour un développeur de générer un fichier protobuf et générer les clients serveurs pour les différents modules. Donc ce serait un petit peu plus efficace de ce côté-là. Et une autre chose, c'est qu'il n'y a pas forcément de client gRPC adapté pour les navigateurs web. Je crois même que ça n'existe pas. Par contre, pour les applications mobiles Android et iOS, on peut utiliser des clients gRPC pour aller communiquer avec un back-end. Donc là, encore une fois, ça nous permettrait d'optimiser les requêtes qui transitent sur un réseau mobile avec beaucoup d'aléas en termes de qualité de service. Et si on veut faire du streaming, c'est parfait. Alors, suite à cette petite présentation de gRPC, on va passer à Quarkus. Donc Quarkus, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà utilisé. Non. Donc, en gros, c'est une alternative à Spring qui est un petit peu plus légère, plus modulaire. Ce qui est poussé par Quarkus, alors c'est supporté par Red Hat. Ce qui est poussé par Quarkus, c'est le fait que le temps de démarrage soit très très rapide. Donc pour une architecture microservice hébergée sur un cloud, là où on veut avoir on veut démarrer des instances très rapidement en fonction de la charge des utilisateurs, Quarkus va permettre de rendre son architecture un petit peu plus élastique par des temps de démarrage très courts.
Il a également une empreinte mémoire un peu plus faible qu'une application Spring Boot classique. Il permet aussi de faire de la compilation native. Et également, quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il respecte les standards Java. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et là, on a un petit schéma, ça vient du site internet de Quarkus, qui montre un petit peu les gains à utiliser Quarkus. Donc en termes de comparaison, si on a une application, un simple service REST codé avec Quarkus et compilé en natif, il aura une empreinte mémoire de 12 mégas, ça c'est juste un exemple. Alors qu'avec une application classique, il aurait déjà une empreinte mémoire de 136 mégas. Et même en ne compilant pas l'application en natif, en restant sur de la JVM, on est quand même à un peu plus que la moitié, 73 mégas. Et en termes de temps de démarrage, là, en natif, c'est très très rapide, 0,016 secondes, alors qu'avec une application classique, on est au moins à 4 secondes. Et ça, c'est sans exposer de CRUD derrière. Donc voilà, ça c'est un petit peu des choses qui sont intéressantes avec Quarkus. Et en termes d'expérience développeur, là, si on revient au fait de vouloir utiliser gRPC, Quarkus propose une extension gRPC qu'on peut récupérer facilement depuis le site code.quarkus.com. En gros, c'est un site qui nous permet de récupérer tout un tas de starters. Donc admettons que je veux coder une application Quarkus, donc ici je peux, un petit peu comme le Spring Initializer, je peux vérifier quelle dépendance existe. Et si je commence à taper de gRPC, là je vais voir que j'ai une extension de gRPC qui est disponible, j'ai même du starter code. Ça veut dire que quand je vais générer mon application, ça va tout de suite compiler, j'aurai un exemple qui fonctionne et je vais pouvoir commencer à coder. Donc c'est ce que j'ai fait pour créer cet exemple. Et j'en ai profité pour implémenter le service de positionnement de train qu'on a vu tout à l'heure. Et en gros, ce qui se passe, c'est que pour reprendre, on a ce service, ce système de positionnement de train qui est composé d'un back-end qui expose une API REST, qui expose une liste de trains. Ce back-end tourne sur une JVM. Il communique avec le service de positionnement en gRPC, qui tourne aussi sur une JVM. Et là, on a notre module de position de train qui est compilé en natif, qui est embarqué dans un train et qui va communiquer en gRPC avec le service de position. Et voilà, un peu les différents échanges qui vont transiter. Et on va pouvoir passer au code. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ? Je suis allé assez vite sur les diapos, donc sinon je vais passer au code directement. Alors, petit disclaimer, le code est vraiment fait un peu à l'arrache. Le but, c'était juste de faire un proof of concept. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des choses qui sont pas forcément optimales. C'est vraiment un exemple pour montrer que ça fonctionne. Donc ici, on va partir du back-end Quarkus. Quand je suis passé par mon Quarkus, mon générateur de dépendance Quarkus, ce que j'ai pu récupérer, c'était un back-end déjà prêt à coder qui intégrait Quarkus gRPC, REST-Easy et le module de marshalling de JSON de REST-Easy. Et voilà, c'est vraiment minimaliste. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de faire de la base de données ou quoi, donc j'ai pas tout un tas de dépendances que je suis obligé de tirer avec tout ça. Même chose pour si je prends le module de gestion des positions. Celui-ci intègre uniquement gRPC. Et il n'intègre pas du tout Quarkus, REST-Easy ou quoi que ce soit. Donc là encore une fois, c'est très minimaliste. Et pour mon client de positionnement, même chose, j'ai gRPC et j'ai aussi un scheduler parce que je voulais reporter la position du train de manière régulière. Et c'est pour ça que j'ai intégré un scheduler. Ici, pour montrer un petit peu d'exemples de code,
j'ai mon train resource qui va exposer ma liste de trains, qui est juste une liste chargée en mémoire, vraiment basique. Et en fait, ce que j'expose, c'est un objet train qui contient un identifiant, un nom et une position. Et ce qui se passe, c'est que pour chaque train, à chaque fois qu'on va appeler ma ressource REST, c'est juste un list all vraiment basique et c'est pas quelque chose qu'on voudrait faire sur une véritable application. Mais pour chaque train, à la volée, je vais lui ajouter sa position avant de le renvoyer à mon client. Et pour lui renvoyer cette position, je vais appeler ce train position service qui est mon client gRPC. Et donc là, on voit que tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler cette méthode getPosition qui est générée. Et ce service, je l'injecte grâce à une annotation Quarkus qui s'appelle gRPC Client, qui référence le nom de mon service gRPC. Et celui-ci est référencé dans mon fichier de configuration. Donc mon service de position doit tourner en local sur le port 9000. Et c'est déjà le cas. Donc je pourrais déjà faire un premier exemple. Ce que je peux faire, c'est stopper mon service de position, le lancer en debug. Je vais lancer mon back-end aussi en mode debug pour pouvoir poser des points d'arrêt. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un breakpoint au niveau de mon service gRPC qui est en train de tourner. Et je vais lancer une requête. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un appel REST vers mon back-end. Et tout de suite, j'arrive dans mon point d'arrêt au niveau de mon service gRPC, dans la méthode getPosition qui est overridée. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai overridé l'interface qui m'est fournie par gRPC avec les différentes composantes pour faire cette communication de gRPC. Mais voilà, en gros, tout ce que j'ai à faire, c'est d'implémenter cette interface. Et je peux poser mon code en précisant que c'est un gRPC service. Je peux écrire mon code métier dans cette implémentation d'interface. Donc ici, mon code pour récupérer une position, c'est celui-ci. Pareil, il n'est c'est pas un code modèle, mais c'est juste pour montrer un échange entre le back-end et le service gRPC. Et donc ici, pour chaque train, on voit ici les train ID. Je vais récupérer sa position dans ma map de suivi des trains. Donc c'est vraiment une map en mémoire. Et ensuite, ce qui va se passer, donc je vais retirer ce point d'arrêt. Ce qui va se passer, c'est que voilà, là j'ai obtenu ma réponse. Alors je vais en relancer un sans point d'arrêt. Ici, pour chacun de mes trains, je vais récupérer son ID, son nom et sa position. Donc là, j'ai fait une petite modulation, j'ai fait une petite communication entre les deux. Pour récupérer tout ça, un autre exemple que je peux montrer, ce serait de lancer mon client de reporting de position de train qui se trouve ici. Donc, mon client de reporting de position, c'est une simple application Java main classique avec une seule classe. Cette classe est annotée implémente Quarkus application et mon main est annoté de Quarkus main. Donc là, on a les mêmes un peu mécanismes qu'avec une application Spring Boot. Et ce qui se passe, c'est que ce client Java, ce client gRPC, il va intégrer du coup le service de positionnement de train. Et c'est comme ça que je vais pouvoir rapporter ma position à chaque 5 secondes
comme me laisse faire cette annotation scheduled, qui m'est fournie par Quarkus. Et à chaque 5 secondes, je vais générer une position aléatoire et je vais rapporter ma position au gestionnaire de position avec mon identifiant de train et mon identifiant de voie. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que je reçois ma réponse, je vais afficher la position du train actuel, la position du train précédent et la position du train suivant. Donc ce que je peux faire, c'est lancer ça avec un unique train qui circulerait tout seul. Donc ici, on a ce train qui circule. Alors en fait, on a notre identifiant de train qui est 77, mais il n'est pas tout seul. En fait, il circule sur la voie des trains qui ont été injectés côté back-end pour la démo. Donc on voit quand même qu'il est capable de dire, OK, pour chaque position que j'ai générée aléatoirement, j'ai un train qui me précède et un train qui est avant moi. Donc c'est comme ça qu'il peut récupérer ces informations. Ce que je peux faire, c'est laisser ce client Java tourner. Il tourne sur la voie, donc ce train circule sur la voie 42. Et là, ce que je peux montrer, c'est que le problème, c'est qu'actuellement, il tourne en tant qu'application Java. Mais je vais montrer la version application native. Donc si je vais dans mon terminal, donc tout à l'heure j'avais le 77 qui était prêt à lancer, et là, donc c'est le runner. Donc je vais lancer le 78 sur la voie 42. Et là j'ai mon client natif qui tourne en même temps que mon client Java de l'autre côté. Je pourrais en lancer plusieurs. Je pourrais lancer le 79 aussi. Toujours sur... Non, pas sur cette voie, plutôt sur la voie... Donc ici, ce serait sur la voie 42, toujours. Voilà, donc là, j'ai pas mal de trains qui commencent à circuler en même temps. Et si je veux retourner dans mon back-end pour faire un appel et montrer que c'est dynamique, donc on a les trains, les 3 premiers trains qui sont des exemples ont une position statique et ils ne bougent pas du tout. On a le train 16, 32, au kilomètre 16, 32 et 64. Mais ensuite, on a les trains 77, 78 et 79 dont les kilomètres vont varier. Donc au lieu d'avoir 62, 21 et 70, ici, je vais récupérer 60, 78 et 71. Donc c'est vraiment aléatoire, mais là, on a toute la mécanique qui est matérialisée. Un dernier petit exemple que je peux montrer, c'est la facilité avec laquelle on peut le compiler en natif. Peut-être avant, je vais juste montrer un petit... Ouais, non, ça sera plus intéressant de voir ça. Donc, quand on veut le compiler en natif, donc je vais stopper ça et ça. Admettons que j'ai une modification à faire, train position client. Ici, on affichait position tracking, track ID 42. Donc, admettons que je veux changer seulement le message. Je vais écrire voix ID au lieu de track ID. Et je veux le lancer en natif. Alors, la version Java va normalement se recharger automatiquement. Donc, je peux montrer ça. Ah non, ça l'a pas fait. Tant pis. Mais sinon, je peux lancer cette compilation native. Donc,
avec la commande maven clean install -d native. Et là, normalement, c'est assez simple. J'ai dû installer GraalVM pour pouvoir faire ça. Mais voilà, ça va se laisser lancer comme ça. Voilà, c'était un peu rapide, un peu condensé. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Ouais. Oh. Oh yeah, okay. We can throw this. Okay. Thank you. J'avais une question. Oui. Comment tu gères les cas d'erreur? Typiquement, j'envoie un train ID qui n'existe pas. Oui. Comment ça fonctionne? Comme une application Java classique, tu peux écrire des try-catch et voilà. Ici, en fait, tu as bien été attentif, c'est que j'ai fait en sorte de masquer les erreurs pour la démo. Okay. Mais oui, en fait, c'est une application classique avec try-catch, exception, etc. Okay. Ouais. Avez-vous déjà calculé les gains en performance en utilisant Quarkus par rapport à Spring Boot? Et en plus, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez capturé le positionnement des trains à un seul instant. Donc, votre base de données devrait avoir une autre dimension, le temps, à partir desquelles on peut calculer la vitesse, ce qui se manque. Que ferez-vous en fait pour exécuter en fait ou pour améliorer votre code en natif? Merci. Alors en termes de gain de performance, j'avais fait quelques tests dans ma précédente entreprise. On voulait savoir si ça allait plus vite de faire des appels REST entre Quarkus et Spring Boot. Il n'y avait pas de gain en termes de temps de réponse. Le vrai gain, c'est en termes de temps de démarrage qu'on l'a. Mais en termes de temps de réponse, non, il n'y a pas vraiment beaucoup de gains. Et pour la seconde partie, j'ai vraiment fait un exemple très simpliste pour la démo avec juste... C'est pour ça que ça m'arrangeait de faire des trains avec des voies et à 1 km. Mais oui, après, si on veut améliorer et calculer la vitesse, il faudrait ajouter plus de composantes. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. No more questions. Oui. T'as écrit comparaison avec Spring Boot, et t'as fait avec quelle version? Parce que maintenant il supporte vraiment le natif, donc je pense que c'est à peu près pareil. Quarkus c'est peut-être toujours un peu plus léger en termes d'artefacts, mais en termes de temps de démarrage, ça devrait être pas mal. J'ai fait ça il y a plus de 2 ans. Donc je pense que ouais, là il n'y avait pas de. Ouais. Et c'est sûr que Quarkus était bien devant pendant quelques années, mais Ouais. je suis obligé de dire ça pour mon ami Anthony qui travaille pour une certaine entreprise. Ouais. Oui. Vous allez voir au quiz. Ouais. Do you want more questions? No. Okay. Oui, une dernière question peut-être. Une dernière. Ah. Ouais. Sur la définition de l'interface de service, est-ce qu'on peut définir des streams, justement? Normalement, oui. Là, je l'ai vraiment fait rapidement à l'arrache et c'était des appels. Ouais, là, c'était du requête response. Mais oui, normalement, on peut définir des streams. Ouais. Merci beaucoup. Merci.